Alors j'ai demandé à nos amis qui représentent le projet, puisqu'il y a un projet qui est de regroupement d'universités et de l'INSERM, donc Ghislaine Filiatro de l'INSERM, ici présente, Emmanuel Hirsch, ensuite Roger Martan, qui se trouve là, qui représente l'Université de Bordeaux, et Thomas Coudreau, l'Université de Paris. Et donc, c'est notre ami qui va présenter. Je vais essayer d'animer cette dernière table ronde de la matinée, qui finalement arrive très bien, quoi, en fait, comme un point d'orgue. On a la première partie ce matin, c'était un certain nombre de recommandations pour intégrer l'intégrité scientifique à la fois dans nos institutions et sensibiliser l'ensemble des doctorants. Comme l'a dit Christian, on s'aperçoit qu'en fait, malgré le travail qu'on a pu faire depuis 3 ans, il y a une certaine forme d'échec, dans le sens où c'est extrêmement difficile de changer de culture du jour au lendemain. Il faut mettre en fait en place des outils d'amplification. Donc la question c'est... où est Emmanuel ? Non, mais Emmanuel, tu peux venir là. D'accord. Et donc, c'est ce que disait aussi, d'ailleurs, Emmanuel Hirsch, c'était comment, en fait, passer des intentions à l'action. L'idée de l'école, c'est de considérer qu'on peut mettre en place, en fait, des outils d'amplification ou d'auto-amplification de cette sensibilisation. Donc, l'idée, c'est de mettre en synergie en fait 4 partenaires qui sont l'INSERM, l'Université de Paris, l'Université de Bordeaux et l'Université Paris-Saclay. Donc Ghislaine Filiatro pour l'INSERM, Emmanuel Hirsch pour Paris-Saclay, Roger Martan pour l'Université de Bordeaux et Thomas pour l'Université de Paris. Et d'avoir une école nationale qui, au-delà de la sensibilisation vers jeunes chercheurs et thésards, forme des ambassadeurs de cette sensibilisation et puisse en fait amplifier progressivement dans les écoles doctorales, dans les différentes institutions, cette idée de l'importance en fait de l'intégrité scientifique et de l'éthique, puisque ce qu'on a vu, c'était cette interface-là. Alors, sur l'intégrité scientifique, je rappellerai juste un point, c'est effectivement, il y a des conséquences sur la société, au sens que, naturellement, il y a 40 ans, c'était normal de faire une recherche honnête, et de faire donc une recherche qui était réplicable et reproductible. Et je voudrais juste définir, en fait, reproductible, ça veut dire, je prends les données d'un article, et en suivant la méthodologie décrite, j'atteins les mêmes résultats et les mêmes conclusions. Et une recherche réplicable, c'est je reconstitue un corpus de données et je suis capable de reconstituer à partir de ce nouveau corpus de données les mêmes, et en suivant la méthodologie de réflexion, je suis capable de retrouver les mêmes conclusions et les mêmes résultats et les mêmes conclusions. Et on s'est aperçu que, effectivement, même si les fraudes et les problèmes de plagiat et fraude scientifique existent depuis longtemps, il y a une augmentation de ce qu'on peut appeler le nombre d'articles qui sont non reproductibles et, a fortiori, en fait, souvent non réplicables. Et en biologie et médecine, ce nombre atteint jusqu'à 90% des papiers publiés. Ça pourrait n'avoir aucun effet s'il y avait en fait une distanciation forte avec l'application des recherches qu'on fait, donc l'impact sur les patients. À partir du moment où ce gap entre la recherche fondamentale et les patients se raccourcit, ça pose en fait, au-delà non seulement des problèmes éthiques, mais aussi des problèmes de mise en danger. Dans certains cas du patient, il y a des exemples, et c'est un peu ce que le NIH a vu, il y a des exemples en fait où la mise en place de signatures cancer permettant de dire on va utiliser tel ou tel médicament se retrouve être totalement fausse
et pour des raisons qui ne sont pas simplement de frauder les données, hein, qui peuvent être simplement des copier-coller au moment de la méthodologie d'obtention des résultats, dans lequel, en faisant un copier-coller, on décale d'une ligne en fait la liste des gènes et qu'on trouve des signatures avec des gènes qui n'ont absolument rien à voir avec une réalité entre guillemets objective biologique. Et avec les conséquences que ça peut avoir après, derrière, sur l'utilisation de telle ou telle drogue ou médicament sur tel ou tel patient. Et donc l'idée de cette table ronde, en fait, c'est d'aborder en fait 3 à 4 questions au niveau des institutions pour présenter en fait cet outil et d'avoir votre avis un peu en fait en retour. C'est bon, depuis juin 2016, avec le rapport Corvol, les écoles doctorales ont l'obligation de proposer un enseignement en éthique et intégrité scientifique. Comment déjà dans les universités, dans les institutions représentées, comment ça s'est fait et comment l'école, telle que j'essaie de vous la présenter, peut avoir un effet synergique dans cette sensibilisation et dans la formation qui doit être mise en place. Deuxième question, au sens des inconduites scientifiques qui ont été très longtemps considérées comme relevant seulement de la responsabilité individuelle. On a vu déjà en fait ce problème de collectif individuel. Et c'était en fait la philosophie américaine qui, dans les années 90, a mis en place ce que j'appelais en fait les bœufs carottes de la science au NIH, c'est-à-dire en fait une équipe de police qui essayait de détecter et de sanctionner les fraudeurs, a un discours qui est totalement différent actuellement, en particulier présenté tout à fait récemment par le directeur du NIH Extramuros, qui dit qu'en fait, en tant que financeur, quand il donne un grant, c'est non seulement un individu qui reçoit le grant, mais c'est son département ou c'est son université, c'est son institution. Et s'il y a un problème d'inconduite scientifique, là, il y a co-responsabilité dans cette inconduite scientifique. Ce n'est pas encore quelque chose qui est passé culturellement totalement en France, mais qui commence en fait à poser les questions. Et donc en fait, ça veut dire que les institutions, à partir du moment où elles sont considérées, et ça sera une tendance à mon sens forte dans les années prochaines, comme étant responsables aussi de ce qui peut se passer, quelles sont les politiques que l'institution va mettre en place pour favoriser et inciter à être intègre, quoi, à être simplement vertueux dans sa recherche. Et enfin, ce qu'on a vu, c'est qu'on a un certain nombre d'injonctions paradoxales des différents acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces injonctions, en fait, poussent vers l'inconduite scientifique, vers le fait de faire du quick and dirty, comme on disait en fait il y a une trentaine d'années. Ce quick and dirty en biologie, on le jetait, on ne le publiait pas, et maintenant, en fait, parce qu'il faut obligatoirement être productif, on le publie, et du quick and dirty, c'est beaucoup de faux positifs, même et Ghislaine. Quel piège. Et c'est pas pour Quel des piège. questions de parité. De toute façon, quand même, il faut relever un peu ce que j'ai remarqué là toute la matinée. Bon, ça va, mais il faut quand même quelques dames, effectivement. La première journée de la SFF, le premier colloque, les premiers colloques, il n'y avait que des hommes. Alors, puisque je suis l'INSERM et que je ne réponds que partiellement au cahier des charges, puisque l'INSERM ne délivre pas de diplôme, n'a pas d'étudiants directement. Donc voilà, je suis un peu à côté des questions posées. Ça va me permettre peut-être de faire l'introduction aussi sur la notion d'ambassadeur, de formation bottom-up et d'ambassadeur. Parce qu'on a voulu appuyer sur cette notion d'ambassadeur et de bottom-up parce qu'il s'agit de collectif. Et c'est bien ça, un ambassadeur, c'est pas seulement quelqu'un qui a été formé à l'éthique et à l'intégrité, c'est pas seulement quelqu'un qui sait, qui peut dire à ses petits camarades comment c'est. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est porteur d'un collectif, qui promeut un collectif et qui se sent membre de ce collectif. Et le collectif, c'est celui des bons chercheurs, comme on dit, les bons chercheurs. Et les bons chercheurs, c'est ceux qui respectent la science et ceux qui veulent être respectés de leurs collègues. Et c'est cette ambassade-là qu'il faut essayer de faire vivre dans les collectifs de recherche.
Donc le premier point, c'était de revenir sur ambassadeur, qu'on a mis pas seulement pour faire différent, mais parce qu'il y avait l'idée qu'il y a une culture et que c'est une culture collective qu'il faut faire vivre dans les laboratoires. Et le bottom-up, c'est pareil. C'était simplement pour dire aussi que ce qu'on voulait, c'était montrer que quand on est... Alors, devenir ambassadeur de la recherche qu'on veut faire, qui est celle qui va se dérouler, qui est la recherche intègre, qui est la recherche éthique, c'est évidemment se porter en avant, se pénétrer de la légitimité qu'on a à le faire, et c'est se promouvoir comme professionnel. Et quand on est stagiaire de master, doctorant, post-doc, on est déjà un professionnel dans un collectif professionnel dont on fait partie et dont on fait la culture. Donc il y a vraiment ce mouvement de faire participer vraiment d'emblée à la conscience de ce qu'on est en train de faire tous les jeunes qui sont dans les laboratoires. Et donc dans ce bottom-up, il y a aussi cette idée du collectif et cette idée de la participation. Et c'est ce qu'on... Alors, je dirais après ce que fait l'INSERM, mais il le fait de manière particulière. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aider les jeunes à être des professionnels déjà, de par leur démarche d'intégrité et d'éthique, qui est une façon vraiment déjà de participer à un collectif professionnel. Le deuxième point sur lequel je voudrais faire mention, dont on n'a pas encore parlé ce matin, et juste parce que j'espère qu'on y reviendra, c'est la notion d'exemplarité. On ne parle pas assez de l'exemplarité. On veut former tous nos jeunes, on veut leur montrer ce qui est magnifique. Ils sont déjà des professionnels, ils se veulent intègres. Mais l'écart avec les pratiques des institutions dans lesquelles ils sont, les pratiques des responsables des institutions dans lesquelles ils sont, les pratiques de toutes les contraintes qui s'exercent sur tous les professionnels qui les entourent, doivent aussi être prises en compte. D'abord parce que c'est un décalage, un problème pour eux, et aussi parce que c'est comme ça qu'ils vont se sentir avoir un rôle dans le collectif. Donc il y a la notion d'exemplarité de l'institution par ses procédures, par la façon dont les responsables agissent, et aussi parce que l'institution veut mettre en valeur. Qu'est-ce qu'elle veut rendre visible? Qu'est-ce que dans le bandeau qui passe quand vous vous connectez à telle et telle université, on a publié dans Nature, on a eu le prix, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bandeaux? Qu'est-ce qui, de la pratique des laboratoires, des bonnes pratiques de laboratoire, est mis en avant? Qu'est-ce qui est porté comme étant des choses dont l'institution est fière et veut montrer la visibilité? Voilà, ça c'était le préambule dont j'avais le droit de faire parce que nous ne faisons pas, nous, de formation. Pour ce qui est de l'INSERM, l'INSERM est une institution qui, donc, comme je l'ai dit et comme ça a été dit depuis très longtemps, est sensibilisée à l'éthique, l'intégrité, la communication, les liens avec les sociétés savantes et tous ces liens qui font qu'on soit conscient de ce qu'on fait. Donc il y a un comité d'éthique, il y a un comité d'évaluation éthique, il y a la délégation à l'intégrité scientifique, il y a un réseau des référents qualité, il y a un bureau d'expérimentation animale, il y a tout un ensemble de professionnels. Et dans la réflexion actuelle qu'on a, parce que l'INSERM prépare son programme stratégique, il y a de faire le pont entre ces différents professionnels qui tous agissent sur le même système de valeurs, qui est celui de la responsabilité des professionnels de recherche, et selon des pratiques qui se rejoignent évidemment. Donc en même temps, c'est vrai qu'il faut structurer et quelquefois séparer les domaines, mais on a aussi une réflexion à avoir en tant qu'institution pour être portée par ces valeurs communes. Après, l'INSERM participe à toutes les initiatives qui sont prises par les universités. Il y a des formations pour ceux qui veulent s'inscrire en tant que professionnels. Il y a des interventions partout où on nous invite à intervenir, comme aujourd'hui, mais aussi dans des initiatives. Il y a toute une série d'initiatives qui sont en train d'être développées pour aider les laboratoires à eux-mêmes développer leur propre culture de l'intégrité au quotidien, parce que réellement, c'est maintenant le prochain challenge, c'est le collectif et l'individuel, et le rôle des encadrants vis-à-vis des plus jeunes dans le laboratoire. Je vais arrêter là et passer la parole. Alors, pardon, est-ce que tu veux qu'on réponde à toutes les questions maintenant? Non, parce que l'évaluation, on y reviendra, je pense.
Oui, de toute façon, il y aura une table ronde dans laquelle on va essayer en fait de garder le temps, même si c'est quelque chose dont je suis totalement incapable à titre personnel. Alors, je vais proposer de commencer par l'Université de Bordeaux, puisque c'est ensuite l'Université de Paris-Saclay, et puis de finir par Thomas, si vous en êtes d'accord. Bon, alors, pour répondre à la première question, donc l'intégrité scientifique, c'était une préoccupation de l'université avant même qu'elle fusionne, puisque l'Université de Bordeaux, c'est une université fusionnée de 3 établissements. Et à l'initiative de 2 personnalités, Antoine de Daruvard et Yannick Lung, avait été conçue une formation en ligne à l'intégrité scientifique, sous forme de capsules vidéo et de choses comme ça. Et dès que l'arrêté est paru, on a immédiatement instauré une obligation pour tous les doctorants primo-entrants de suivre et de valider cette formation. Alors, on a actuellement, donc on a 500 doctorants primo-entrants dans le Collège des écoles doctorales, et on a maintenant 1700 doctorants, donc quasiment toute une promotion, qui a suivi et qui a été formée qui a validé cet enseignement. Alors, en discutant à l'intérieur du réseau du national des collèges doctoraux, donc anime Thomas, on avait proposé de mettre à disposition cette formation qui, donc, en 2019 est devenue un MOOC, donc ouvert à tout le monde. Et on a actuellement 10 000 doctorants qui ont suivi cette formation et qui sont en cours de validation. Alors, je vais m'arrêter là pour la première chose. Je reviendrai après parce que j'ai une analyse de ces résultats à partager avec vous. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est celui dont on a discuté ce matin, c'est d'amener cette formation à l'intégrité scientifique obligatoire pour les encadrants. Alors actuellement, le système chez nous est que tous les demandeurs d'HDR ont là aussi une obligation. Vous allez penser qu'on est très obligation à l'Université de Bordeaux, ce n'est pas le cas, mais enfin quand même, ont l'obligation de suivre une journée de formation à l'encadrement doctoral. Alors, ils y vont en général en traînant des pieds au début, mais ils reviennent enthousiasmés parce qu'ils apprennent la gestion de conflits, des choses, ils reviennent toujours très, très contents de ça. Et pour l'instant, notre discours, c'était vos doctorants vont suivre le MOOC, vous auriez intérêt à le regarder de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qu'ils apprennent et ce que vous leur apprenez. Bon, peut-être que ce n'est pas suffisamment coercitif et donc on va le mettre dans la journée de formation aussi obligatoire avant d'être autorisé à avoir l'HDR. Et donc tout à l'heure, je partagerai quelques données sur l'analyse et les enquêtes que l'on a là-dessus. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Un hommage particulier à Christian Hervé. Il est où? Il a disparu? C'est dommage que je fasse vous lui direz que j'ai rendu hommage. Moi, je ne serais pas là s'il n'y avait pas Christian Hervé. Christian Hervé a été à l'origine, il a été pionnier dans le domaine de l'enseignement universitaire de l'éthique médicale au départ. Et nous, quand on a prolongé ça au niveau de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, on l'a fait déjà dans une tradition qui commençait à s'installer, à s'imposer. C'est vrai que le domaine médical était peut-être plus en amont dans cette réflexion. Tout à l'heure, j'évoquais le code de Nuremberg. Et c'est vrai que l'éthique biomédicale est née quand même dans le contexte de la barbarie. Et quand on aborde les questions d'éthique scientifique, ce n'est pas des questions de salon, c'est vraiment des questions de responsabilité politique. Le devenir, en quelque sorte, de notre humanité et de notre planète se joue quand même dans des décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas, selon un certain nombre d'arguments et de critères qu'il faut à un moment donné arbitrer d'un point de vue public. Ça veut dire que notre approche est une approche politique. Tout à l'heure, on évoquait la notion de citoyenneté. Pour nous, c'est une responsabilité, d'ailleurs, à laquelle aspirent les chercheurs. Ils aspirent à autre chose qu'avoir à remplir des dossiers dans un contexte de compétition internationale qui dévalorise le sens de leur action. Donc, au rendez-vous de cette exigence, on voit que les nouvelles générations, mais aussi les anciennes générations qui vont porter ces nouvelles générations, doivent avoir le sentiment qu'ils assument leurs responsabilités quand ils se frottent aux questions d'éthique. Uniquement, on s'est rendu compte que ça demande quand même un certain nombre de compétences. Et entre parler de l'éthique, comme ça, en café du commerce, et approfondir des questions à fort enjeu dans un contexte complexe, face à des innovations disruptives qui sont aussi disruptives pour nos concepts, il faut de la pensée. Et la pensée, à mon avis, ne s'improvise pas, elle se travaille. C'est pour ça que je rends aussi hommage à Christian Hervé. Vous direz, je lui ai rendu 2 hommages, puisqu'on avait des débats à l'époque.
est-ce qu'on doit développer la recherche en éthique? On a eu des illustrations à travers les étudiants qui ont fait des présentations de ce que peut être une recherche en éthique. Et je pense que de la même manière qu'il y a l'innovation en matière scientifique, il doit y avoir de l'innovation, de l'initiative en matière d'éthique, à hauteur des défis. Et je pense que c'est là où sont les véritables enjeux. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une profonde envie d'éthique, soyez rassurés. Tout à l'heure, l'un d'entre nous évoquait effectivement le fait de mettre trop haut la barre et de cumuler les prédicats, les impératifs, il faut former ceci, J'ai été rendu 2 fois hommage. Tout le monde est témoin. Non, mais je t'ai rendu 2 fois. On s'inscrit dans une histoire, et peut-être le plus difficile, il a été fait hier. C'est-à-dire tout ce qui a été semé, notamment au niveau de l'enseignement, qui est connu, au niveau de la recherche. Tout cela, à mon avis, peut se transposer d'une manière très élégante et naturelle dans le domaine universitaire en général, et sans avoir le sentiment qu'on fait quelque chose de difficile ou d'insurmontable. Je termine en disant donc qu'il y a une formidable envie d'éthique, et une envie d'éthique comme il y a une envie de démocratie, dans un contexte où on parle des GAFAM, qu'on parle de CRISPR-Cas9, derrière tout ça, il y a quand même des enjeux financiers, en termes de libertés individuelles, en termes de valeurs démocratiques. On est vraiment au cœur d'un débat qui est un débat politique. Je pense qu'avec Christian Hervé, on ne fait pas de l'éthique pour le plaisir de l'éthique. On fait de l'éthique parce qu'on a des engagements, des valeurs à porter, et des valeurs d'autant plus importantes aujourd'hui qu'elles sont négligées, y compris souvent par les politiques, dans leurs choix institutionnels, y compris dans les dotations financières dans le domaine de la recherche. Donc tout ça a besoin d'être pensé dans un contexte désordonné. Donc pour moi, faire de l'éthique, c'est pas avoir des grands principes, c'est retrouver la cohérence, du vivre ensemble, du plaisir de faire de la recherche. Là, on voit des gens qui sont usés, fatigués, désespérés, qui ne savent plus où ils vont. Et là, retrouver de la cohérence, retrouver du sens, c'est quelque chose d'important, c'est comme ça qu'on l'envisage. Je vous dis deux parenthèses. On a le privilège d'être dans une université qui n'existait pas encore, elle va exister en janvier prochain. Et là aussi, les crises en termes d'éthique, dans les relations interindividuelles, dans le fait que certains doivent abandonner de leurs prérogatives, toutes ces recombinaisons, quelquefois, créent des souffrances qui sont de nature éthique, par rapport aussi à des valeurs, par rapport à des engagements qui sont construits dans le temps. Donc nous, on a la chance d'avoir eu Gilles Bloch, qui était président de Paris-Saclay, maintenant président d'INSERM, qui avait une envie d'éthique, et qui a accepté la création à Paris-Saclay d'un conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique que je préside. Ce conseil n'est pas un conseil genre comité d'éthique. C'est un lieu de la réflexion, du partage et de l'invention éthique. Je pourrais vous en dire plus. Je vous incite d'ailleurs à lire le journal de Politis. Et dans quelques jours, vous regarderez, vous téléchargerez sur le site de Politis le numéro 2 qui fait un double volume avec un cahier spécial notamment sur tout ce qui est open science. Certains y ont participé. Ceux qui n'ont pas participé me reprocheront de ne pas les avoir assez sollicités. Donc il y aura un 3e numéro. Soyez rassurés pour celles et ceux qui voudront s'exprimer. C'est pas qu'on voulait absolument, parce que la référence pour nous, effectivement, c'était ce qui s'était mis immédiatement en place à Bordeaux. C'est-à-dire effectivement l'accès à des documents de qualité, à des interviews, à des vidéos. Pour nous, c'était fait. On n'avait pas à refaire ça. Mais on s'est dit qu'il y a une telle créativité aujourd'hui qu'il faut aussi un support. Donc vous pourrez voir toute cette créativité. Ce n'est pas celle de Paris-Saclay. On essaie de rassembler dans une réflexion partagée celles et ceux qui aujourd'hui ont à voir avec ces questions. Deuxième point, Léo Coutelet, qui est ici présent, donc qui est épistémologue, maître de conférence à Paris-Saclay, à partir de janvier prochain, va diriger notre équipe d'éthique dans un cadre tout à fait intéressant. Et j'observe, Christian Hervé s'en rappelle, qu'il y a peut-être 15 ans, ici, on discutait pour savoir s'il fallait une équipe INSERM d'éthique. Là, c'est né. Tout ça pour dire que les choses évoluent. Peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, on n'aurait pas pensé que l'INSERM aurait eu à cœur, dans le cadre de la santé publique, de créer une équipe dédiée à l'éthique de la recherche, de la science. Puis dernier point, c'est par rapport à l'actualité du thème d'aujourd'hui. Cette fameuse école que tu te proposes de mettre en place avec nous, il était juste dans le programme une mention qui a sauté. Ce n'est pas école uniquement intégrité scientifique, c'est école éthique et intégrité scientifique. La vraie question, c'est que si on avait du temps, je suis sûr que chacun aurait sa conception de ce qu'on met derrière le mot éthique. Il est plus simple de parler d'intégrité scientifique d'une manière un peu juridique que de parler d'éthique. Mais soyez pas tristes, soyez pas inquiets, nous exigerons avec beaucoup de véhémence que le mot éthique soit aussi au rendez-vous. Parce que j'ai du mal à penser qu'on fasse de l'intégrité scientifique en mobilisant les compétences en sciences humaines et sociales, mais également toutes les compétences et les expertises des chercheurs, sans qu'il y ait quand même ce diapason, cette note et cette ouverture sur les questionnements éthiques. Et je termine mon propos en disant que ce qui est le plus passionnant aujourd'hui, ce n'est pas l'éthique en soi, c'est la discussion éthique. Et ces discussions qu'on partage au sein d'une démocratie qui a besoin aujourd'hui de se dire des choses.
Hier, on avait à la mairie du 4e un événement où on organise régulièrement à l'Espace éthique Île-de-France des rencontres d'éthique. Là, c'était autour de la première phase de la législation en matière de bioéthique, puisque le vote de l'Assemblée nationale, la première lecture, a été quelque chose d'intéressant. Et on demandait à des parlementaires, mais également à des cliniciens, dans le contexte de l'assistance médicale à la procréation de la génétique, de discuter démocratiquement des enjeux. C'est-à-dire, est-ce que tout est possible et permis? Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin? Vous avez un sondage Odoxat vendredi dernier qui disait finalement que même pour la MP, pour les couples de femmes, la société est plus en avance que les parlementaires. Et donc je termine en disant, il y a une telle envie d'éthique qu'il faudra surtout qu'on ne déçoive pas en étant normatif et en disant l'éthique c'est ceci et cela. Il faut chercher les gens dans la capacité de s'approprier ces questions, de faire que ce sont leurs questions, et que quand ils sont un chercheur, quand ils mènent une démarche de recherche, ils intègrent dans leur projet de recherche la dimension éthique et sociétale. Merci de votre attention. Merci. Donc c'est difficile de parler après toutes ces personnes qui ont mis en place dans les institutions dans lesquelles ils travaillent des actions très fortes visant à promouvoir l'éthique et l'intégrité scientifique. Pour répondre un peu plus précisément sur les questions qui sont posées autour de ça, sur comment l'Université de Paris se positionne sur cette question. Ce qui est déjà mis en place, c'est comme Roger l'a rappelé, le fait de demander aux doctorants de suivre ce qui est maintenant le MOOC que l'Université de Bordeaux a fait, et également celui qu'a proposé l'Université de Lyon, qui la complète sur les questions d'éthique. De compléter ces formations à distance aussi par des formations en plus petits groupes. Et là, je rappelle qu'un des enjeux, c'est que les universités françaises, collectivement, diplôment 15 000 docteurs chaque année. Si on imagine que chacun de ces docteurs suit au cours de son trajet une formation dans un groupe d'une quinzaine d'autres doctorants, ça fait 1000 groupes par an. 1000 groupes par an, voilà, vous imaginez, ça fait 3 groupes par jour si on travaillait week-end et jours fériés. C'est un enjeu, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Le faire individuellement pour une université, c'est un vrai défi. Et donc c'est l'intérêt du travail collectif qui préside aussi à l'idée de créer cette école. Je reviendrai sur le mot de Ghislaine sur la question des ambassadeurs. Je crois que c'est effectivement très important de disposer de doctorants, jeunes chercheurs qui participent à des activités de ce type pour instiller une vraie culture autour de ça dans leurs établissements. Il y avait une réflexion tout à l'heure sur des référents éthique et intégrité scientifique au sein des laboratoires, comme il y a des référents hygiène et sécurité. Pour moi, ces référents ont au moins autant un rôle de discuter, de parler de ces questions, de les mettre dans la réalité concrète des laboratoires, et pas seulement de détecter les cas de méconduite ou de fraude ou tout ça, qui serait, à mon avis, un cas très spécifique et qui mettrait probablement ces personnes dans des difficultés importantes. Donc, je crois que cette école a vraiment un rôle. Je suis vraiment content qu'on puisse y participer collectivement avec les institutions qui sont réunies autour de cette table. Mais qui sont vraiment... Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose qui est à destination de ces seuls établissements, mais bien de l'ensemble de la communauté. Je vais en frustrer beaucoup. On arrive en fait au terme de la matinée. On va même pas pouvoir en fait avoir un échange. Je crois qu'il faut qu'on digère en fait un peu ce qui a été dit et que vous en profitiez pour nourrir un certain nombre de questions venant un peu des réflexions qui ont été données aussi ici. Ah, on peut faire juste un vote et un sondage, oui, si tu veux. C'est-à-dire, est-ce que vous dans une école qui alors, pratiquement, ça veut dire que c'est une école qui durerait 3 à 4 jours
dans la banlieue parisienne pour garder et qui serait en fait un mixte entre des intervenants et des ateliers de travail sur les problématiques d'éthique et d'intégrité scientifique et qui est effectivement, en retenant un certain nombre de mots qui ont été prononcés, qui sont instituer un peu le plaisir dans cette réflexion, construire cette réflexion de manière collective et pas comme une somme d'interventions individuelles, être un centre en fait un peu aussi de l'innovation en éthique et intégrité scientifique et considérer que l'éthique c'est pas simplement un cours, c'est aussi, je dirais, un corpus de comportements permettant de vivre mieux, vivre ensemble et vivre avec plaisir la recherche. Donc, il faut être. Bon, donc, qui parmi en fait j'allais dire les jeunes là, mais serait qui serait intéressé en fait à participer à cette école et à jouer éventuellement dans un deuxième temps un rôle d'ambassadeur et de réflexion tout au long de sa vie sur les problèmes d'éthique et en fait et d'intégrité scientifique dans la recherche. Donc voilà. Ambassadeur, vous aurez un passeport diplomatique éthique. Vous pourrez participer absolument à national et international. Ouais, oui. Ah ben voilà. D'accord. Mais je n'y répondrai pas, ce n'est pas éthique. Bon, Pour les jeunes, les moins jeunes qui veulent s'inscrire, on aura où l'information et à partir de quand? C'est à partir de février? Oui, ce sera à partir de février. Le but qu'on s'est fixé, je rappelle, c'est que cette école se passe au mois de juin. En se disant que peut-être on aurait un peu de retard ou pas, et que l'information à propos de l'école commencera à passer, non pas via les réseaux sociaux, mais les réseaux des écoles doctorales et des laboratoires à partir de février-mars. Quoi. Christian a été à l'origine de cette rencontre. On peut dire que les gens qui ont participé, qui sont inscrits, pourront recevoir l'information. Bien sûr, bien sûr. J'imagine les gens qui auront besoin d'un soutien psychologique en attendant. Oui. Est-ce que je pourrais m'inscrire ou pas? Oui, parce que ça va être limité comme promotion. Ça sera des promotions de 40 à 50 pour permettre en fait qu'il y ait une intégration et un esprit collectif qui aussi s'anime et que ça soit des étudiants, enfin des jeunes professionnels et des un peu moins jeunes professionnels qui puissent en fait créer leur réseau et continuer à interagir même après en fait la session de l'école. Ça sera renouvelé tous les ans, normalement. Oui, enfin c'est le but. Ouais, et s'il y a vraiment en fait une nécessité au succès, ce serait de le faire 2 fois par an. Mais déjà la première année, ça sera en fait un prototype pour voir en fait comment ça se passe.